tout le monde et bienvenue sur Antipopcast. J'espère que vous allez bien. Salut William. Salut François. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Il va très bien ce foulard. C'est un nouveau foulard avec des faisans dessus. Ouais, mais en plus ça va très bien avec le fond, j'ai l'impression. Ouais. Le fond rose. On va dire que et j'ai tout fait ça. exprès. Et tout ça. On espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour encore une fois votre fidélité et tous les messages qu'on reçoit. Je le dis tout le temps, mais c'est important pour nous. Donc je vais me répéter et je n'ai pas honte de ça. Donc merci vraiment à tous pour votre soutien. Aussi les 470 abonnés sur YouTube. Ça grandit gentiment, mais sûrement. Et ça fait plaisir de voir de plus en plus de retours. Bientôt, donc, on a autant d'abonnés que d'épisodes. Ouais, c'est ça. Un jour, ça va dépasser 10 000 épisodes, 3 abonnés. Non, en tout cas, on espère que vous allez bien. Qui dit mercredi dit Antipopcast. Dit on n'a pas beaucoup dormi. Dit t'as dormi 3 heures cette nuit, mais bon, ça va très bien, ça va le faire. Ouais, c'est cool. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode pour un face-à-face avec Will. On avait à cœur d'aborder un sujet qui va peut-être qui peut toucher les indépendants, mais qui touche plutôt les groupes, les agences, les petits groupes. Le topic d'aujourd'hui, en fait, c'est tu travailles dans un secteur, tu fais par exemple de la vidéo, tu as une boîte de prod et tu veux en fait développer un autre secteur. Comment tu t'y prends? Comment est-ce que ça marche? Que ça soit inspecter ce qui se fait déjà, etc., etc. Donc, on va en parler aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir et que vous savez déjà peut-être, c'est parce qu'on en a déjà parlé dans les anciens podcasts, c'est que William, t'as fait combien d'années tout seul, en fait? Je crois 12 ou 13 ans. Voilà, 12 ou 13 ans tout seul. Comme un dep tout seul, ouais, exact. Où tu faisais de la photo principalement. Photo, et puis, tu vois, tu disais ça touche principalement les groupes. Ouais, mais en fait, tu étais indépendant. En fait, quand j'étais indépendant, j'ai déjà vécu cette problématique-là d'avoir un peu un nouveau produit. Ouais. Tu sais, plus que... Parce que, historiquement, ce que j'ai commencé à faire, c'est de la photo, et c'est ce qui me plaisait à la base. Et puis après... il y a eu en fait c'est une petite anecdote comme ça, mais je trouvais cool d'en parler, des cabines photo. Quelque chose qu'on fait un petit peu moins maintenant parce que c'est difficile de tout développer en même temps. Mais environ en 2012-2013, quelque chose comme ça, j'ai participé à un événement, à une soirée où il y avait en fait dans un coin de la salle un studio photo qui avait été monté de manière automatique où il y avait juste une télécommande pour déclencher. C'était un peu l'ancêtre du photobooth. Ouais. Photobooth, tu sais. La cabine où on allait faire nos photos pour ceux qui ont connu ça. On baisse notre culotte pour faire des photos de nos fesses. J'ai jamais fait ça malheureusement. Et puis en fait, dans cette soirée, il y avait, c'était une soirée pour une boîte, il y avait vraiment une salle dans laquelle tu avais un appareil photo fixé, une grosse télécommande pour déclencher, et puis tu avais des mecs qui couraient derrière pour imprimer les photos puis aller les donner aux invités. Je me suis dit, putain, mais ça c'est un truc qui est trop cool, il faudrait en faire un objet que tu peux déplacer en fait, mais qui redonne la même qualité d'image que cette salle studio, avec un éclairage studio. Ça, c'est un point important. C'est un point important parce qu'en fait, moi je considère que comme je suis photographe et que j'essaye de travailler sur la qualité de mes images, bien sûr la qualité du service, mais la qualité des images, je me suis dit mais je peux pas mettre juste un iPad dans une box en bois. Alors ceux qui le font, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Mais par mon statut de photographe, je voulais pas proposer une box juste cool à utiliser, mais qui ait une qualité bof. Vraiment pas. Puis du coup, en fait, j'ai monté un peu un système, vraiment avec des bouts de bois et des tissus cousus par moi-même, donc dégueulasse. Et puis, je l'ai testé sur quelques mariages où en fait, je montais cette box qui était un peu comme une cabine de douche, on va dire, avec un appareil photo, un flash studio, etc., configuré comme si je faisais une photo portrait en studio avec un éclairage simple, juste une lampe, fond noir, photo en noir, blanc à la verticale. Avec un flash. Avec un flash, un peu en douche comme ça. Et en fait, dingue, ça a marché, mais hyper bien. Et ça devait être 2012-2013, et ce qui est cool, c'est que cette box, j'en ai fait une en métal, soudée bien, etc. J'ai une pote couturière qui m'a fait un vrai tissu autour et tout, donc il y avait un peu plus d'allure, tout en restant un truc un peu bof, mais bref. Et puis, arrive 2014, une espèce de mini-crise financière due au cours de change entre euro et franc suisse, où les boîtes qui exportaient beaucoup, tout d'un coup, ont un peu serré les vannes, fermé les vannes de dépenses. Beaucoup moins de taf. Et je venais de commencer à être indépendant, à faire que ça. Parce que je suis indépendant depuis 2008, mais en fait,
Jusqu'à 2014, j'avais un boulot à côté. ouais. Et là, putain, la merde. Et en fait, génial, j'avais créé cette box. Et puis les privés, ils étaient un peu moins touchés par ce truc. Ouais. Donc tous les mariages, j'ai mis des box. Les mariages où je shootais. À l'époque, j'en faisais peut-être 15-20 par année, tu vois. Donc voilà. Je crois que je l'ai placée 45 ou 50 fois la première année, cette box. Puis à chaque fois, je la vendais entre 400 et 800 francs. Ouais. Donc c'est cool en fait. Bah ouais, ça m'a fait mon année. Enfin, en Suisse, c'est difficile, ça suffit pas pour vivre, vraiment pas. Mais ça a compensé le manque à gagner sur mon taf photo. Ça met le beurre dans les épinards. Ouais. Et du coup, ça a été un produit rapporté comme ça, où ma femme, elle me filait un coup de main pour les installer. Enfin, tu vois, il y avait un peu... Enfin voilà, non, je dis des conneries. En fait, historiquement, c'était pas encore ma femme, c'était mon ex-copine. Putain. Bon, de toute façon, on s'en fout, Karine, elle écoute pas. Une meuf m'a aidé. Ouais. et puis voilà, en fait. Alors, on a continué à le faire pendant des années. Hein. Maintenant, ça devient un peu plus compliqué. On va devoir réinventer un peu le truc. Puis il y a beaucoup maintenant de box sur le marché qui fournissent clairement pas la même qualité d'image, et ça, c'est pas pour se vanter, mais la qualité, elle est dingue. Oui. Par contre, une interface plus intuitive, etc. Ouais. Mais voilà, tu as un nouveau produit qui arrive. Oui. Sans comprendre ce qui m'arrivait, parce que toi, tu as une formation dans la vente, tu comprends un peu mieux les mécanismes. Mais moi, tu sais, je suis un peu arrivé genre, hello, j'ai ça, vous voulez l'utiliser ? Puis voilà. Bah, en fait, moi, j'aime bien, c'est trop bien. Merci de nous avoir raconté un peu tout le truc. Je trouve hyper intéressant. Et puis, en fait, ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est peut-être aussi décortiquer un peu. Ouais. Parce que dans tout ce que tu as dit, il y a vraiment un peu des... Il y a vraiment des étapes. Oui. Tu sais, il y a eu cette première étape où tu as eu l'idée en voyant. Ouais, et puis là, l'idée, c'était vraiment... pas un coup de génie parce que je l'ai vu quelque part, mais ça m'a marqué. Je me suis dit, j'ai vu les gens comme ils étaient heureux, puis moi j'étais comme un con, comme un photographe à côté pendant la soirée. Les gens n'avaient pas envie de faire de photos. Oui. Et puis après, tu me coupes si je dis des énormes conneries parce que moi en 2012, j'étais pas né, j'étais encore à l'école, tu vois, école obligatoire, donc c'est chaud. Mais tu me coupes si je dis des conneries, mais j'ai l'impression qu'en 2012. Il n'y avait pas eu cette mode de ces petites cabines photo, enfin ces photomatons. Il n'y avait pas. Et du coup, tu es quand même arrivé sans le savoir, mais tu as été quand même précurseur. Ouais. Alors, il y avait déjà des gens qui en faisaient. Oui. Je pense dans d'autres pays, il y en avait d'autres qui en faisaient aussi. Mais dans notre région, c'est vrai que moi, je me souviens de tes cabines à toi, tu vois. Ouais. Donc, il y a déjà ça aussi, c'est du moment où tu es arrivé. Donc, tu as eu l'idée, le moment où tu es arrivé. Ensuite, il a fallu la concrétiser. Comment... Et puis, en fait, il y a aussi un point hyper important que tu as abordé et que je trouve hyper bien, c'est que tu n'as pas voulu faire comme les autres. Et ce qui démarque aussi encore aujourd'hui. Parce que moi, j'ai des potes qui ont monté des entreprises de cabines photo, ou je connais un pote d'un pote, ou machin. Enfin bref, on connaît tous des potes qui ont des cabines photo comme ça, des photomatons. Mais comme tu disais très justement, chaque fois, c'est des iPads et tout. Alors, la box est très belle, elle est poncée par un menuisier. C'est beau. Tu vois, c'est magnifique, c'est bien fini. C'est pas poncé par moi et Manu dans un... Exactement. Enfin, comme tu disais, c'est très instinctif. Il y a des applications qui ont été développées pour ça et tout. Mais par contre, c'est vrai qu'au final, les photos, elles sont pas terribles. Ouais. Elles sont vraiment pas terribles. C'est de la photo iPad. Exactement. Or que toi, en fait, c'est comme s'il y avait un photographe, sauf sans le photographe. Ouais, puis à l'époque, je mettais le même appareil que celui... Enfin, c'était un deuxième, mais je mettais la même chose que ce que j'utilisais. Ouais, c'est assez fou. Ouais. Donc, les flash studio que j'utilisais pour quand je faisais des shoots, enfin, Donc, il y a eu vraiment ce truc. Puis, bon, il y avait quand même un savoir-faire dans le sens où je savais placer un éclairage. Oui. Et je savais bricoler un peu parce que je suis un ancien mécano. Donc... J'avais pas peur de bricoler 3 trucs. C'était pas beau, hein. Faut pas rêver. Mais faire un prototype, c'était possible. J'ai pas eu besoin de dépenser 3000 balles pour payer un mec qui me fait ça. Vraiment, c'était avec des bouts de ficelle et avec le matos que j'avais. Mais ce qui est intéressant maintenant, pour revenir à notre sujet de base, c'est d'un peu analyser en fait le truc et de peut-être donner aussi des tips aux gens. Moi, le point, comme je disais juste avant, central, c'est qu'en fait, t'as vu que ça se faisait, alors à une moins grosse échelle que maintenant, mais t'as vu que ça se faisait et toi t'as voulu aussi mettre ta patte à toi. Et ça, je pense, c'est aussi un point hyper important si vous lancez dans peu importe le projet. C'est de pas copier pomme C, pomme V, CTRL-C, CTRL-V, mais de mettre aussi sa patte et d'aller chercher plus loin et de se remettre en question sur quelles sont les lacunes de ce système-là. En revanche, ici, les photos, le photomaton, quelles sont ses lacunes, quelles sont ses forces. Donc,
qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ça, pour me démarquer aussi des autres. Et ça, vraiment, c'est des trucs qu'on peut reprendre et que les gens vous pouvez reprendre en fait pour n'importe quel topic. Il y a des choses qui doivent rester comme elles sont. Je veux dire, tu as un photomaton, tu dois avoir un appareil photo. Mais il y a plein de choses autour de ça que tu peux faire différemment. Puis il y a aussi ce truc de... comme tu disais, ça fait un peu un rideau de douche, mais en fait, c'est assez cool parce que tu as l'impression de rentrer dans une cabine vraiment photo. Donc, tu as ce côté un peu intime qui est quand même cool. Donc, ça, c'est un projet qui a eu du succès. Qui a eu du succès à un temps. Je pense que maintenant, il y a aussi... On n'a pas développé plus que ça, tu vois. Je pense qu'à un moment, si on s'était dit, les photomatons, ça nous fait 20% de chiffre d'affaires dans la boîte, et on aurait pu se dire, et peut-être qu'on se le dira un jour, on ne ferme pas la porte. Actuellement, c'est vraiment quelque chose de très petit dans la boîte. On la place de temps en temps, ça fait... Mais qui existe. En fait, c'est ça qui est aussi assez dingue, c'est qu'on ne travaille pas dessus. Dans le sens où c'est un peu un revenu passif, je dirais. Il n'y a pas eu de com par rapport à ça, il n'y a rien par rapport à ça. C'est une idée que tu as eue il y a longtemps, et puis maintenant, ça continue d'exister. Et qui nous fait de la pub. Quand on la met dans des événements, les gens nous demandent nos cartes, etc. Et puis des fois, on a eu des contrats dans d'autres boîtes en passant par ce petit truc. Ce qui est assez fou. Maintenant, moi, j'en arrive à un point où je me dis, maintenant, si on continue à le proposer, on en a parlé en équipe, c'était de se dire, d'engager une équipe pour faire tourner ce système, de la professionnaliser aussi, d'avoir presque limite une branche d'entreprise qui est distincte, où tu as une personne qui gère ça, où tu as peut-être des étudiants, parce qu'en fait c'est un système assez simple à placer, mais il faut quelqu'un derrière pour accueillir les clients, pour avoir un aspect plus premium que juste une box que les gens viennent chercher. Aussi, donc peut-être quelque chose qui va se développer. Ça c'est un point qui est engagé que toi, enfin c'est un projet qui est engagé que toi finalement. Maintenant il y a un autre sujet aussi que tu as développé, c'est moi. C'est pour ça que je suis là, tu as développé aussi le secteur de la vidéo, enfin tu l'as développé, tu as décidé de partir là-dedans aussi. Il y avait une base où j'en faisais quelques-unes par année. On avait discuté un petit peu de ça, on l'avait abordé sur un peu plus des épisodes en lien avec l'histoire de la boîte. C'était une toute petite branche, beaucoup plus petite que les photomatons. J'étais photographe, j'avais des photomatons, ça me faisait peut-être 20% de chiffre d'affaires quand j'étais indep. Et puis, je dis ça à la louche, peut-être c'était 10, peut-être c'était 30. Et puis ensuite, il y avait une demande en vidéo, j'avais trop de taf, et t'es venu me filer un coup de main pour ça. Et là, il n'y a pas eu, dans le sens, je pense qu'il y avait un éclair de génie, mais il y avait surtout un alignement de tout ce qu'il fallait dans nos vies pour que ce soit le bon moment. Et on a choisi les deux de se mettre ensemble et de taffer ensemble. Ça a vite matché, mais parce qu'on était potes d'avant, puis enfin voilà. Mais c'était un peu des autres circonstances. Puis ça engage d'autres gens, du coup. Ça engage moi. C'est ça. Mais là, on parle d'un truc où vraiment le secteur des photomatons a marché. Maintenant, c'est un peu plus calme. Et puis là, il y a un secteur qui n'a rien à voir, qui est majoritaire même dans notre entreprise actuellement en termes de chiffres. C'est la partie de la vidéo. Oui, normal. Voilà, ça me fait mal de le dire. Ça fait plaisir. Ça fait toujours dire. Alors, je sais pas, l'autre jour, on regardait, on était un petit peu devant la photo quand même. Ouais, mais bon, on n'est pas à la fin de l'année encore. Vous n'avez pas encore tout facturé. Non, mais là, en gros, allez, ça fait gentiment 4 ans. 4 ans, en octobre. Là, en 4 ans, c'est vraiment une success story. Vraiment. Et en fait, c'est difficilement pilotable une histoire comme ça. Parce que il y a eu de l'humain, il y a eu des opportunités au bon moment, il y a eu une volonté de se développer, que moi je laisse la place pour que ça se développe, que toi tu prennes cette place pour le développer. C'est très difficile de réunir tout ça en même temps. Et même, je crois que tu essayerais de mettre les ingrédients ensemble, que ça ne marcherait pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Je vois bien. Les photomatons, ça a pris. La vidéo, ça a méga pris. Et il y a d'autres projets qui n'ont pas pris. Mais avant de parler des projets qui n'ont pas pris, est-ce qu'on peut un peu décortiquer justement ce sujet de la vidéo, ce projet-là? Comment c'était venu à la base déjà? Comment est-ce que tu t'es dit, attends, moi photographe, ça va bien, surtout que tu travaillais à fond. Moi, je me souviens quand on ne travaillait pas encore ensemble, que ça marchait pour toi. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, qu'est-ce qui est venu en fait? Pourquoi tu t'es dit, je vais développer la vidéo?
j'avais quelques demandes par année et chaque fois j'étais frustré de la qualité médiocre que je pouvais produire. Non mais vraiment, parce qu'en fait, de un, j'avais pas de matos. Ouais. Enfin, j'avais mon matos photo, mais c'était de la merde. Enfin, c'était du bon matos photo, mais pour filmer, c'était cata. On parle de 2019, hein, donc c'était moins bien intégré que ce que ça l'est encore maintenant, la partie vidéo sur les appareils. Et puis, je déteste faire du montage. Ok. Je déteste faire du montage, gars. Ouais. C'est quelque chose. Donc, c'est quelque chose. Je suis désolé. Et je comprends qu'on puisse aimer ça, vraiment. Mais moi, je supporte pas de passer ce temps-là. Donc, en fait, tout est parti. Donc, c'est parti de frustration. En fait, c'est parti de frustration. Mais alors, pourquoi, au lieu de te dire j'arrête, pourquoi tu t'es dit, en fait, je vais y aller? Mais parce que je sais pas dire non, en fait. T'es trop con, en fait. Oui, je suis trop con. Mais en fait, ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est qu'en fait, plutôt que de dire non aux gens et non au projet, je me dis toujours, c'est quoi la solution pour qu'on puisse le faire? Mais en fait, cet exemple du secteur vidéo, il est bien, mais le début est un peu pas bien comme exemple, parce qu'en fait, c'est pas toi qui as voulu à la base, c'est que tes clients photographes te demandaient de faire un peu de vidéo, t'en as fait, et puis après, c'est parti d'une frustration. Mais c'est pas genre, tu t'es dit, assis chez toi tout seul un soir, tu t'es dit, je vais commencer un secteur vidéo, je vais commencer à développer ça. Disons qu'à un moment donné, je me suis quand même dit, mec, si tu vas pas plus loin dans la qualité, il faut arrêter. Parce que si je me rappelle bien, tu as commencé à peu près en septembre 2019. Et à la même période, juste avant, j'avais demandé à un pote qu'on a en commun de filmer un projet où lui, il est aussi majoritairement photographe. Puis on s'est démerdé à 2 photographes pour moi faire des photos et lui faire la vidéo. Et c'était pas un petit projet, c'était l'anniversaire des 65 ans d'un boss d'une multinationale. Mais tu peux dire en vrai. De Nestlé, en fait, il n'y a aucun problème à le dire. Mais moi, alors, le montage était cool, mais en fait, derrière, il y a des trucs qui allaient pas, qu'on a dû rattraper au montage, qu'on n'avait pas tout filmé, on n'avait pas de matériel son, enfin, c'était pas top. C'était un bricolage un peu. Et vraiment, ça a été extrêmement angoissant parce que cette entreprise, c'est quand même majoritairement la boîte qui nous donne du taf, toujours maintenant. Je me suis dit, mec, là, tu risques de foirer ta relation de confiance que tu as avec cette entreprise parce que tu as dit oui à de la vidéo. Mais t'es pas capable de... Mais t'es pas cap. En fait, j'ai joué à t'es pas cap et j'ai dit cap ou t'es pas cap. Voilà. Et puis, c'est à peu près la même période parce que ça a dû être à peu près aussi en septembre. Et droit derrière, je me suis dit, ok, puis Elsa, elle bossait déjà un tout petit peu. Elle m'a dit, demande à François, il peut nous filer un coup de main en vidéo. Et là, il y a eu le truc où je me suis dit, ok, on essaye. De toute façon, quand il y a des proches, je lui les donne parce que tu t'es payé à l'heure. Et puis, ça a hyper vite pris. Ça c'est fou. Mais conjoncture de dingue. Début de vraiment... Covid, les boîtes ont besoin de communiquer. Il y avait plein d'interviews à faire pour communiquer via leur réseau interne de boîte. Mais à part ça, il y a un truc quand même qui est fou. Je me dis, parce que dans ces 2 histoires, finalement, c'est un peu... c'est un peu contre ton gré, limite, que tu as développé des secteurs. D'où, en fait, l'importance d'avoir une base solide. Et ça, on en a parlé dans un autre podcast, donc on va pas en parler maintenant. Mais ça me faisait tilt. En fait, c'est hyper important d'avoir une base solide où toi, tu as vraiment bien travaillé pendant des années, etc. Tu as fait un truc clean, qui est solide, pour après, qui donne des opportunités, puis c'est à toi de les saisir. Franchement, c'est exactement ça la clé, je pense. En fait, du moment où il ne faut pas développer 10 idées en même temps. Ou alors, il faut placer des gens de confiance dans ces idées pour pouvoir les développer. Mais si tu es seul, autant développer une seule idée, la stabiliser, la rentabiliser. Je trouve, après, je ne suis pas un serial entrepreneur de génie, pas du tout. Donc, j'ai sûrement des conseils nuls à donner à ce sujet. Non, mais ma vision, c'est ça. Ça a marché en même temps, ce que tu as fait. Donc, ça a marché. Stabiliser le premier truc, et puis après, derrière, il y avait possibilité d'explorer la vidéo. Et je l'ai confié à quelqu'un de confiance qui en a fait quelque chose. Il y avait une pépite à la base et c'est devenu de l'or. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais ça aurait pu foirer. Parce que c'est pas que bien dépendant de toi, en fait. Bien sûr. Et ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'il y a exactement ce schéma-là. Mais c'est quoi, du coup, plus pour la vidéo, parce que le photomaton, c'était un peu différent. C'est quoi un peu les tips que tu pourrais donner, justement, à quelqu'un qui a envie de... par exemple, quelqu'un comme toi, un photographe, tu vois. Mais vous pouvez le prendre si vous êtes designer, etc. Si vous voulez
développer quelque chose, comment tu donnerais tes conseils? Alors, comme tu disais, tu n'es pas un serial entrepreneur, tu n'as pas un A plus B est égal C, mais c'est quoi un peu tes tips à toi pour que ça marche, ou en tout cas, pour pas prendre trop de risques, mais quand même aller de l'avant? Ben moi, je dirais, il faut déjà être convaincu du truc que tu vas faire une fois que tu commences à le lancer. Avant d'en parler trop, je trouve que c'est important d'avoir un produit. Moi, les cabines photo, quand on les a mises en place sur des mariages, je savais que c'était OK dans les mariages où je les mettrais. Il y avait une personne qui s'en occupait, il n'y avait pas de risque. Et ça n'allait pas entacher l'image de ce que je faisais. C'était vraiment un à côté, voire même, je crois qu'au début, je les ai fait gratos. Genre 2-3. T'as testé en fait, t'as eu une période de test. Période de test en disant aux gens, on verra. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben c'est pas grave, c'est gratos. Je crois que c'était ça le début. Et puis ça a marché. Et en voyant, après, il faut être attentif aux gens, et en voyant l'engouement des gens qu'ils avaient par rapport à ce projet, je me suis dit, OK, il y a un potentiel. Puis j'avais le temps de le développer. Donc petit à petit, je trouve il y a une clé quand même, il faut pas trop parler avant de faire les choses. Tu vois faut pas faire trop de bruit. Il faut pas trop se vendre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça c'est aussi notre philosophie d'entreprise, c'est qu'en fait quand on parle d'un truc qu'on sait faire, on n'est pas les meilleurs, hein. Mouteux, c'est pas mieux, mais c'est pas pire. On a décidé l'autre jour dans un groupe WhatsApp que c'était notre c'était notre je sais pas, mojo. Non, mais ça je sais pas si tu es d'accord avec moi. Franchement, il y a un côté où quand on parle d'un truc qu'on sait faire, alors soit on s'est dit on va pouvoir assurer, mais sinon on n'en parle pas. On expérimente un peu nous. Tu vois, on se balance pas dans des trucs trop gros pour nous. Ou alors si c'est gros, on se dit c'est un beau challenge, on va y aller. Mais en fait, c'est assez intéressant ce que tu dis. Des fois, il faut vraiment être sage et puis se dire je teste, parce que si ça marche, tant mieux. Et là, après, vous pouvez faire le bruit que vous voulez, on s'en fout. C'est ça. Et si ça marche pas, tant mieux aussi, parce que t'as appris un truc. T'as éteint un peu le feu, quoi. Déjà, t'as appris quelque chose, et puis il y a personne qui a vu ce que t'as fait. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais de la merde, personne ne voit. Et puis voilà, si tu te dis, je sais pas, moi je donne un peu des chiffres au hasard, mais tu gagnes 20 000 francs par année pour ton activité. Ce que tu vas développer comme truc te coûte 500 balles. Tu dis, OK, je suis prêt à perdre 500 balles pour faire ce truc. T'y vas, mais il faut pas non plus mettre toutes tes billes dedans, en fait. C'est comme tout, finalement, hein, dans la vie. Mais et puis, des fois, il y a des hyper bonnes idées. C'est pas le temps. Ou c'est plus le temps. On a des... on en parlait juste avant de commencer le podcast. Je sais pas si on va directement sur un projet qui a un peu moins bien marché. On peut faire la transition. J'espère que vous nous suivez jusque-là. Donc là, on a parlé des success stories avec des guillemets, mais les success stories. Oui, vraiment, parce que ça fait vivre des gens, parce que voilà. À fond, exactement, en fait. Donc oui, c'est une success story. Maintenant, on va parler un peu pas des points négatifs, pas des échecs, parce que c'est pas des échecs, mais des tentatives qui n'ont pas abouti plus loin. On s'est dit, on a un petit peu plus les reins solides maintenant. Il y a un an et demi. Tu peux pas utiliser cette expression. Oui, c'est beau. Tu vois, c'est quoi? Il y a un an et demi où on a commencé à faire du print. Et puis on a arrêté là. Point. Voilà. J'espère que vous avez. Ok, faites jamais du print en fait, les gars. Non, mais c'est vrai qu'on avait lancé du coup le print. Donc pas l'impression juste de photos. Pas le truc de supermarché avec une borne où tu viens avec un stick USB puis tu fais un truc. On a le studio, enfin le labo comme on l'appelait, où justement on prenait des commandes et on imprimait des photos sur différentes impressions, etc. Mais sur papier d'art. Donc c'était vraiment quand même destiné, alors c'était destiné à tout le monde, on recevait des demandes quand même de plein d'horizons différents, mais c'était quand même destiné principalement aux professionnels, ou en tout cas aux amoureux de l'image, parce que vous pouviez choisir votre papier, vous pouviez choisir sur quoi, est-ce qu'on le colle sur un dibond, donc de l'alu, enfin voilà, c'était vraiment un peu plus recherché que par exemple iFollow ou des grandes plateformes qui sont très bien si vous voulez faire des albums de famille et tout ça, et puis même des tirages. Même des tirages de base. Exactement, moi j'ai déjà fait des tirages là-bas, c'est super. Mais nous c'était un peu le truc premium, un petit peu comme la cabine photo, tu sais. Mais parce qu'on s'est dit quoi, on a envie d'aller dans le premium. Nos clients sont souvent des boîtes qui sont dans le premium. Le but c'était de se dire si on le fait, c'est pour du premium.
Et à ce moment-là, on avait un collègue, Cyril, excellent photographe. Coucou Cyril, qui allait arrêter. En fait, on allait l'engager d'une part déjà, et puis il voulait plus faire du tirage de son côté, donc il nous a proposé, c'était super bien, hein, vraiment. Oui. C'était une belle opportunité de racheter ses imprimantes, son stock de papier, de cartouches. Ses clients. On a acheté les clients. Non, mais c'est vrai. Et Ouais. en fait, pour un prix qui était vraiment hyper sympa. Ouais. Et ça, ben voilà, il y avait vraiment c'était un bel échange, quoi. Donc, on s'est dit go. Lui, en tant qu'indépendant, ça lui rapportait quand même un certain chiffre sur l'année qui n'était pas négligeable pour un indépendant. Donc, on s'est dit, c'est cool, c'est dans notre vision, c'est du premium, c'est magnifique ce qu'il fait, il est déjà réputé pour ses tirages dans la région. Donc, on intègre ça, on communique un petit peu plus tard à ses clients que il a été engagé dans la boîte, que maintenant, il fait partie de la team Mouto. Et puis, on commence à communiquer là-dessus, à faire des tirages, etc. Après, sans vouloir aller trop vite, mais très rapidement, on s'est rendu compte que de payer quelqu'un quand c'est plus un indépendant qui a beaucoup d'heures à faire, tu fais tes heures pour toi, donc en fait, si tu as un peu plus de temps à passer un moment, tu le fais. Mais quand tu payes des gens à l'heure, en fait, tu dois rentabiliser ton truc. Ouais. Sinon, tu perds de l'argent. C'est ça. En fait, c'est la vérité derrière tout ça. Oui. C'est la réalité plutôt. La réalité économique en fait Exactement. du truc. En fait, tu as dit un truc important avant, c'est qu'il était indépendant et que ça marchait bien. Mm-hmm. Mais sauf justement dans le cadre d'une agence, comme tu disais, il y a une rentabilité, il y a des choses, tu as des objectifs, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même, je dirais, schéma économique qui doit être mis en place. Et là, c'est vrai que c'était un petit peu... En fait, c'était une bonne idée de base, mais je pense que l'investissement... En fait, il n'y a pas assez de demande. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a une analyse à faire sur l'offre et la demande. Ouais. Comme dans tout, finalement, dans notre travail, il y a beaucoup de demandes en vidéo, il y a beaucoup de demandes en photo. On offre ça, et puis voilà. Donc, du coup, ça marche. Là, je simplifie les trucs, mais de fou. C'est dans les grandes lignes. Et là, du coup, l'impression, il y a peu de demandes, mais il y a quand même déjà beaucoup d'offres. iFollow, il y a quand même des prix avantageux, c'est des gros sites. Ouais. Puis ils sont pas forcément basés en Suisse avec des salaires suisses. C'est ça exactement, il y a tout un truc, et puis c'est des grosses entreprises, ils sont déjà installés. C'est comme si je dis tout d'un coup on fait un truc comme Amazon mais en premium, je veux dire c'est chaud de se démarquer. Là c'est un peu ça, c'est qu'en fait il y a peu de demandes, donc on avait un petit carnet d'adresses qui était cool, et on a remercié tous nos clients d'ailleurs d'avoir été fidèles aussi. C'était vraiment agréable aussi ces échanges avec ces gens, etc., ce côté humain, parce qu'on les rencontrait finalement. Mais en fait, c'est pas viable. Donc c'est trop bien comme projet. On s'est rendu compte vite. Il y avait le prix de la personne que tu payes. Après, Cyril a quitté son poste fixe dans l'entreprise pour redevenir indépendant. Là, on travaille toujours ensemble, mais il est externe. Il voulait pas reprendre son système d'impression, et je comprends. Non, mais voilà, il l'a fait aussi pendant des années. Donc à un moment, je pense que t'en as marre. Et puis nous, on s'est dit, on avait à ce moment-là une stagiaire qui avait été formée par Cyril pour l'aider. Puis on a proposé, est-ce qu'on continue Est-ce que tu te sens de faire les tirages, etc. On abandonne peut-être les tirages et collages qui sont difficiles. Puis en fait, elle était super performante. Aitana, incroyable cette miss. Coucou Aitana. Elle a trop bien bossé, mais même avec un salaire de stagiaire, c'est fou. C'est chaud. En fait, pour parler chiffres, on a perdu 8000 balles en une année. Alors, c'est pas des prix de fou pour une agence, mais c'est quand même une perte. Et énormément d'énergie. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, il fallait imprimer, coller, aller à la poste. Tu avais un tirage qui tout d'un coup était rayé par la poste. Fallait le refaire, le recoller. Tu t'embêtais à avoir les assurances qui te repayaient ton tirage. Enfin, tout était compliqué. Mais tout du début à la fin. La gestion client, le SAV, tout ça. Et puis comme du coup, tu travailles avec des pros, en fait, c'est pas Josiane chez elle qui va recevoir sur le tirage de son Golden Retriever et tout ça, tu vois. Bon, il y avait aussi ça. Il y a aussi, mais non, mais tu vois, principalement, c'était quand même des gars qui... C'était des photos d'expo. Donc, c'est-à-dire que le truc, il doit être bien fait, il doit être nickel, à la perfection. Du coup, tu peux pas... Tu vois, t'envoies par la poste, mais comme tu disais, c'est rayé, machin, tu dois prendre toi. Enfin, il y avait tout cet aspect-là. Et puis, en même temps... Comme nous, on voulait partir dans le premium, tu avais ce truc de... il nous faut quand même plein de papiers différents, il nous faut plein de techniques de collage différents, plein de trucs qui nous sortent du lot.
Oui. Donc très bien, sauf que ça complique la tâche. Ouais. Et en fait, la balance du ça nous rapporte et ça nous coûte, elle était totalement déséquilibrée. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, malheureusement, tu dois te regarder dans le blanc des yeux. Ouais, mais ça a puis été très vite. Et puis dire, écoute, là, il faut qu'on on ferme. Là, on a eu François et moi, on était très enthousiastes par ce projet parce Vraiment, qu'en fait, de voir ces photos imprimées, si vous l'avez jamais fait, faites-le. Ouais, sur un beau papier, faites-le. Il y a des boîtes qui le proposent. Il y a pas même pour des tarifs qui sont pas super hauts. Ouais. C'est pas comme sur un écran. C'est magnifique. Vraiment. Et on y croyait à fond. On croyait dans ce projet. Il n'y a pas de concurrence dans la région directement là où on habite. Il y a personne qui fait ça en fait. On s'est dit, on y va à fond. Et franchement, il y avait tout qui était aligné. On avait le matos, on avait le savoir-faire, on avait vraiment les équipes, les forces pour le faire. Mais c'était pas possible. Ouais. Puis ça fait trop chier parce que... Enfin, moi, ça me brise un peu le cœur parce que t'es là, genre, t'as des gens qui sont trop contents d'avoir pu trouver quelqu'un qui imprime comme ça, typiquement Yoann Nieto qu'on a reçu dans un des podcasts, qui a imprimé toute son expo chez nous. Ouais. C'était un des derniers à avoir imprimé chez nous, il me semble. Il a fini les rouleaux. Ouais, il a fini les rouleaux. Mais du coup, ça, c'est vraiment des trucs trop bien en fait, parce que tu rencontres la personne, il te parle de son projet, c'est trop stylé, t'imprimes. Déjà, il y avait aussi un service client dans le sens que on accompagnait le client dans le fait de choisir son papier, comment, quoi, pourquoi, ok, c'est quoi comme photo, mais tu voudrais pas ce papier-là plutôt, machin. Ouais. Donc il y avait quand même ce contact-là assez proche. Ouais. Et puis après, de voir en fait ces photos qu'à la base tu les vois sur un écran, comme on voit tout le temps, de les voir en vrai, comme tu disais avant. Avec de la profondeur sur un beau papier. Exactement, ça c'est magnifique. Et comme tu disais avant, si vous avez pas vous êtes fan de photos, vous n'avez pas imprimé une photo, mais allez-y, parce que c'est trop bien aussi. On est beaucoup dans le numérique de plus en plus, et c'est vraiment hyper agréable de se dire, en fait, tu fais une photo et puis en fait elle devient quelque chose. Je sais pas comment expliquer. C'est un objet. Voilà. En fait, ça tu vois, c'est un peu un petit parallèle, mais on est passé d'une photo qui était sur de la pellicule à devenir, en fait, qui était un objet tout de suite. Oui. La lumière se transformait en objet, tu vois, directement sur de la pellicule ou peu importe le procédé argentique ou avec une chimie différente, à quelque chose de purement numérique. Ouais. Et un objet qui marche toujours super bien et qui a marché... Tu sais, il y a eu Polaroid qui a fait faillite. Oui. Et puis, c'est reparti à fond la photo instantanée parce qu'en fait, c'est la manière la plus rapide d'obtenir un objet. Si tu réfléchis. T'as pas plus rapide. Tu te dis, la photo numérique, c'est plus rapide. Pas du tout. T'as pas d'objet derrière. Tu dois l'imprimer, tu dois le traiter, tu dois le... Enfin, ton Polaroid, t'as un objet dans les mains. C'est une qualité dégueulasse. Mais t'as l'objet. C'est incroyable. Et là, c'est clair. D'avoir l'objet... C'est tellement plus profond. Ouais. Là, on s'est égaré un peu, mais c'était pour vous communiquer un peu notre désespoir du coup de ce projet-là. En fait, c'est un joli projet. Je pense que peut-être certains d'entre vous qui écoutaient ça, peut-être vont avoir l'idée, vont lancer ça. Alors, je vous souhaite vraiment bonne chance. Ne le faites pas. Mais j'espère que ça marchera pour vous. Mais peut-être que ça va exploser. Et puis peut-être aussi, tu as dit un truc au tout début du podcast que je trouvais intéressant. Il y a des fois des projets où en fait, c'est pas le moment. Et ça, je trouve hyper intéressant. Et puis des fois, il faut être aussi sage de savoir quand c'est le bon moment. Des fois, vous êtes trop en avance. Et là, je pense qu'on était trop tard. Et il y a des moments où on est au bon moment, et puis il y a des moments où on est trop tard. Ouais. Alors, je sais pas si on était... Moi, j'ai l'impression qu'on est trop tard et trop en avance par rapport à ce projet. C'est-à-dire qu'on était trop en avance... Dans un creux un peu. Ouais, on était trop en avance dans le sens que il y a de plus en plus de photographes maintenant, avec Insta, tout ça, ça devient la mode. On a déjà discuté dans un autre podcast où il y a de plus en plus de gens qui font de la photo, qui font de l'Insta, voilà. Il y a de plus en plus de mecs qui ont fini cette période où ils sont juste sur Insta mais qui se disent mais attends, j'ai envie de commencer à imprimer, comme Rochka par exemple, salut Rochka, qui a fait à fond de la photo, à fond sur les réseaux et tout d'un coup il s'est dit attends, j'ai envie d'imprimer des trucs, tu vois, il y a un peu chaque fois le même schéma, et j'ai l'impression que les gens vont devenir de plus en plus, donc je pense que c'est un marché qui va pouvoir grandir, mais on est en retard. T'as raison, la Suisse est en retard par rapport à ça, tu vois, et donc à mon avis là on était trop en avance par rapport à ça, et à la fois en fait on est dans un entre-deux vraiment de merde. Et à la fois, on était trop en retard dans le sens qu'il y a déjà des grosses usines à gaz, des grosses entreprises qui sont bien en place et qui, en fait, tu peux pas être compétitif face à eux. On a 2 machines dans un local, des grosses machines, des gros trucs où vraiment ça coûte la peau du cul et puis voilà. Ça tourne au fioul. Ça tourne au fioul. Mais
pas assez, tu vois, ces boîtes, elles ont combien d'imprimantes comme ça? Tu vois, non, mais t'as des techniciens, je veux dire, ils font pas un tirage à la fois. Ouais. Il faut les rentabiliser. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire des prix où les marges, c'est tellement petit. Ouais. Et puis, tu foires un tirage, si tu as ta tête d'impression qui va frotter le papier, tu peux refaire ton tirage. Et puis, tu as paumé pour 15 balles de papier, 12 balles d'encre. Mais tu vois, pour une grosse entreprise, on s'en fout. Mais pour nous, ça a déjà un impact parce qu'on est plus petit. Eux, c'est de la quantité, donc c'est moins impactant. Nous, c'est beaucoup plus impactant. Enfin, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Peut-être qu'on pourrait juste reparler un peu des différents tips qu'on pourrait donner avant de se lancer dans un projet. Moi, je dirais que le premier, c'est de déjà checker, faire une étude de marché. Déjà de savoir si votre idée c'est de la merde ou pas. En faisant une étude de marché, voir aussi si ça peut intéresser des gens. Est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que tu vois combien il y a de personnes? Ok, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Ensuite, je dirais que c'est de s'évaluer. Qu'est-ce que je peux apporter? Comme je disais au tout début, comment je peux me différencier? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Par rapport à ce marché. Exactement. Ensuite, tu as la partie expérimentation. Essayer, comme on disait. Essayer en silence. Pas faire trop de bruit. Pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce qu'on a vu, nous, on a des potes, on dira pas les noms, mais qui des fois font beaucoup de bruit. Et c'est cool, hein, parce qu'il y a tout qui va avec. Ils font beaucoup de bruit, c'est stylé. T'es là, waouh. Puis dès que le produit sort, t'es là, ah. Tu vois. Donc vraiment, moi, j'encourage les gens à faire des trucs dans le silence. Des fois, tu parles d'un projet qui n'est pas encore fait. Faites jamais ça, en fait. Quand tu annonces un truc, c'est qu'il est déjà peaufiné, tu vois. Déjà, ça va te mettre la pression parce que t'es là, putain, j'en ai parlé, il faut que je tienne ma parole. C'est ça. Et puis de 2, vous pouvez vous faire voler l'idée, en fait, tout simplement. Puis ça, t'as envie de te mettre une cartouche. Et puis 3, numéro 3, quoi. Numéro 3, la question numéro 3. Ensuite de ça, dès qu'on a fait l'évaluation, si ça fonctionne pas, fin de l'histoire. Ou remise en question. Remise en question d'abord, peut-être, de se dire ok, mais en fait pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est un truc que je peux contrôler ou que je peux pas contrôler? Si tu peux pas le contrôler, malheureusement c'est un peu fini. Si tu peux le contrôler, peut-être faire une mise à jour, faire quelque chose. Ok, comment je peux le faire mieux? Comment, quoi? Quelles sont les demandes? On repart un peu au niveau 1 en fait. Ensuite, quand l'expérimentation est finie et qu'on voit que ça marche, on est dans le cas positif, de se lancer gentiment, comme tu as fait pour les cabines photo, pour la vidéo, se lancer gentiment. Puis d'être fidèle dans ce que tu fais, c'est ça, comme toujours. C'est ça. D'être fidèle, d'essayer de chercher le top, quoi. Voilà. Et puis après d'y aller, je veux dire, après ça va tout seul. Il y a un truc aussi où il faut juste, c'est bien de prendre un petit peu de prendre un peu des opportunités quand elles sont là. Enfin, de sortir de sa zone de confort, hyper important, mais en fait, il ne faut pas non plus vous mettre en danger, en fait. Remettre votre réputation, si vous êtes déjà dans le milieu. Ou alors, je sais pas, si vous êtes dans un boulot fixe et puis que vous dites, mais moi, je veux devenir photographe et puis faire que ça. En fait, il y a des étapes et il faut pas y aller. C'est pas une recette à donner, mais je trouve que du jour au lendemain, de changer de contexte complètement, de lâcher un boulot pour se mettre comme indépendant et développer un produit, à moins que vous ayez 200 000 balles sur votre compte et que vous dites c'est pas grave si dans 2 ans ils sont grillés. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, là, ça, ok, mais en fait c'est un peu gaspillé pour pas grand chose. Je trouve un peu dommage. Mais ça fait partie du point un peu étude de marché, c'est de dire ok, je suis dans quelle situation. Ça fait pas. En fait, c'est pas juste à l'extérieur quand vous faites une étude de marché. C'est pas juste ok, qu'est-ce qui se fait autour de moi. C'est aussi ok, qu'est-ce que moi je fais, quelles sont mes compétences, mes forces. Ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je suis en mesure de faire tout seul. Enfin, tu vois, ou si vous êtes une équipe, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire nous-mêmes? Est-ce qu'on a besoin d'autres gens? Oui, on a besoin d'autres gens. Ok. Est-ce qu'on peut les engager? Oui, non. Ok, fin de l'histoire. Oui, ok, on va plus loin. Tu sais, c'est un peu par palier. Et je pense qu'il faut pas les brûler. Il faut pas genre tester et puis après se dire putain, en fait, on avait besoin de 3 personnes en plus. Là, t'es baisé. Là, tu vois, on a parlé, on va pas vous parler en fait des projets qui vont venir. Non. Parce qu'en fait, on a des projets. C'est normal, on continue, on a une entreprise, on est des créatifs, on a envie d'avancer, on a envie de proposer de nouvelles choses. Il y a des nouvelles choses qu'on crée dans notre boîte, qui sont des choses, pour certaines, qui sont, entre guillemets, un petit peu révolutionnaires, pour se la péter. Non, ça pas du tout. Non, mais qui sont un peu en avance sur notre temps, je pense. On verra. Et t'en as déjà trop dit. J'en ai déjà trop dit, mais en fait, ça concerne pas du tout Antipopcast, donc c'est des choses c'est des choses on travaille dessus. Puis Antipopcast fait aussi partie de projets de l'entreprise, en fait, qui sont des projets ils n'ont pas explosé. On explose de bonheur en faisant Antipopcast, ça c'est vrai. Et
Et voilà. Mais ça fait partie des projets qu'on a voulu professionnaliser, où on s'est dit en janvier 2023, quand on est rentré des vacances avec François, on s'est dit on relance Antipopcast, mais on le fait de manière pro-premium. Voilà. Avec Yannick qui bosse en arrière-plan à l'orga, etc., etc. Et du coup, on s'est dit on sort un truc, mais mieux que ce qu'il y avait avant. Allez regarder les anciens épisodes, on a toujours des conneries à raconter, mais je pense qu'on a eu une amélioration sur plein de choses. Tout à fait. Et puis ça, je pense qu'on peut le reprendre aussi pour vos projets, ou quand vous voulez ouvrir un nouveau truc, créer un nouveau truc, c'est aussi constamment se remettre en question. On avait parlé dans développer son style, dans d'autres podcasts plus sur la photo et la vidéo, mais c'est la même chose, c'est se remettre en question, faire des mises à jour. C'est pas genre ça marche, on continue comme ça marche, c'est cool, mais maintenant comment est-ce qu'on va garder ce fond rose? Est-ce qu'on va faire ça? Peut rien dire, mais vous n'êtes pas prêts, les gars. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Est-ce qu'on pourrait changer ça? Est-ce que nos topics sont assez bien? Est-ce que, tu vois, il y a plein de choses. Et en fait, on se remet en question. Et je pense que c'est ça, la clé, c'est de la remise en question constante pour évoluer et puis pas stagner. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. On a blablaté une fois de plus. Willow. Mais c'était intéressant. Merci pour ces points que tu as abordés. C'était très cool. Est-ce qu'on est des blablateurs? Ouais, un peu trop. Ah ouais? Peut-être. Mais on kiffe en même temps. C'est ça. Toi, t'es un parleur, toi. Toi, t'es un beau parleur. Arrête de me regarder comme ça, je tombe amoureux, gars. En tout cas, on espère que vous avez apprécié ce podcast. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et jusque-là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.